Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle émission d'AS Foot. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Bernard Blacard. Merci beaucoup. Et Bonsoir à avec tous. Sofiane. Aujourd'hui, les amis, du coup, on va faire une interview à Monsieur Blacard sur tout depuis le début de sa carrière en tant que professionnel. On va discuter de l'actualité. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on nous les fera parvenir et on y répondra à la fin du live. Donc avec Monsieur Blacard. Du coup, je vais laisser Monsieur Blacard se présenter, nous faire une petite bio pour ceux qui ne connaîtraient pas. Très rapidement, aujourd'hui j'ai 63 ans. J'ai commencé à jouer au football dans mon village jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était plutôt un football de champ qu'autre chose, hein. Il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait rien. On jouait pour le club le week-end. On jouait dès qu'on avait un moment libre, on jouait dans les champs entre copains. Et puis à 18 ans, j'ai signé au Girondins de Bordeaux, où je suis resté 6 années. Voilà, j'étais stagiaire, puis professionnel. J'ai fait une cinquantaine de matchs en Ligue 1 à ce moment-là. J'étais aussi prêté une année à Toulouse en D2 et à Toulon en D2, où j'ai aussi fait une cinquantaine de matchs. Et à 26 ans, je me suis blessé gravement. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille et j'ai arrêté ma carrière. Et à ce moment-là, je suis devenu entraîneur. J'avais commencé à passer mes diplômes, j'avais commencé à entraîner, même quand j'étais joueur. Je suis devenu entraîneur tout naturellement. Puis je suis resté 20 ans dans le monde amateur avant d'arriver en 2004 dans le monde professionnel avec le centre de formation de Grenoble. Voilà, après beaucoup de clubs régionaux comme Lunel, 13 ans, Vergès. Et puis quand je suis arrivé à Grenoble en 2004, j'ai pris la direction du centre de formation. J'ai fait un petit passage chez les pros de 8 matchs pour finir une saison. On m'avait demandé, voilà, je suis retourné à la formation comme prévu. Au bout de 6 ans, en 2010, je suis allé à Tours. Grenoble commençait à aller un petit peu mal, était descendu de Ligue 1 en Ligue 2, ça commençait à aller mal. Je suis parti à Tours comme directeur du centre de formation pendant 2 ans. Il fallait créer le centre de formation. Et puis j'ai pris l'équipe professionnelle la 3e année. Au bout de 5 matchs, j'ai pris l'équipe professionnelle, un peu comme à Nîmes. L'équipe était dernière. C'était un peu plus facile qu'à Nîmes parce qu'il n'y avait que 5 matchs de jouer et puis il n'y avait pas 8 points de retard. Mais voilà, j'ai pris l'équipe là, pareil, on me l'a demandé. Et en fin de saison, je pensais rester à Tours. Et puis le président a vendu le club. Donc, je voulais pas continuer sans connaître les gens qui allaient reprendre le club. Et puis en même temps, j'ai eu une proposition pour reprendre le centre de formation de Nîmes. Donc c'est là que j'ai signé à Nîmes, donc il y a maintenant 7 ans, directeur du centre de formation pendant 4 ans et demi. Et puis l'équipe professionnelle, non, directeur du centre de formation pendant 2 ans et demi. Et puis l'équipe professionnelle pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Mais Voilà. c'était que de changements. Du coup, vous avez connu énormément de choses dans le football. Si vous deviez Oui, j'ai retenir. l'habitude de dire, j'ai pas tout connu, mais j'ai pas connu les très grands clubs, j'ai pas connu Oui, plein de choses aussi. Mais j'ai connu pratiquement toutes les divisions et toutes les catégories d'âge. J'ai entraîné quasiment toutes les catégories d'âge dans beaucoup de divisions, voilà, des tout petits aux plus grands jusqu'à la Ligue 1, ce qui n'était pas forcément un objectif. Ça s'est trouvé comme ça, voilà. On va dire une grosse expérience de terrain. et une très très bonne année, une très très bonne première année de Ligue 1 aussi. Faut pas l'oublier, la première année de Ligue Oui, 1. une très bonne première année de Ligue 1, une deuxième année beaucoup plus difficile. Mais on va essayer de retenir la première année et le maintien la deuxième. Justement, je vais laisser Sofiane. Merci. Et justement, par rapport à votre carrière en tant que joueur, quelle a été la plus grande différence que vous avez vue entre votre carrière de joueur à l'époque et de maintenant? En tant qu'entraîneur, vous avez vu comment se comportent les joueurs et je voudrais savoir comment vous voyez ça de votre... Alors, j'ai été joueur il y a 40 ans, donc ça fait très très loin par rapport aux joueurs d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire que les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas plus difficiles à gérer que les joueurs d'avant, bien au contraire. Par contre, c'est l'environnement qu'il y a autour qui est différent. Nous, à l'époque,
même seuls les très très grands joueurs avaient un agent, par exemple. Et ils étaient peu nombreux en France à avoir un agent. Lorsque moi je jouais même à Bordeaux, où j'ai connu beaucoup de très grands joueurs, tout le monde n'avait pas un agent. Aujourd'hui, ils ont un, deux, voire trois agents, des conseillers, des parents qui s'y mettent, la famille. Il y a un entourage aujourd'hui qui est beaucoup présent, beaucoup pesant, et qui parfois ne fait pas que du bien. Voilà, c'est la différence. Bah, aujourd'hui, on est clairement, enfin, en fait, l'ampleur qu'a pris le football et les bénéfices générés ont permis, enfin, des fois, en fait, on touche à de l'illogique. On en a parlé il y a quelques jours d'un cas qui nous a pas mal marqué. C'était le cas Ouchiche qui signe à Saint-Etienne pour 100 000 euros par mois, 4 millions de bonus. Et on se demandait, du coup, si justement pour les jeunes, cette savane, c'était pas un danger. C'était pas pour ça que les joueurs, bah, justement, ils sentaient trop de pression. Trop de responsabilités trop jeune. Auchiche, il a 65 minutes de Ligue 1, quoi. Il y a deux autres grosses différences par rapport aussi à il y a 40 ans. Bon, même s'il y a 40 ans, on gagnait bien notre vie, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui en jeu. Donc, ça attire forcément beaucoup de personnes, pas toujours bien intentionnées, que ce soit autour des joueurs, que ce soit autour des clubs. Et puis, il y a les médias. Les médias, aujourd'hui, il y en a partout. On est sollicité de toutes parts. Les joueurs sont sollicités de toutes parts. À l'époque, lorsqu'il y avait un article sur vous dans le journal local, c'était le bout du monde, quoi. Donc, il y a tous ces côtés-là qui sont plus difficiles à gérer pour les joueurs. Et justement, vous avez vécu au niveau des médias en tant qu'entraîneur. Est-ce que ça vous a fait quelque chose par rapport à l'époque où vous étiez joueur, vous étiez un peu plus tranquille? Quand on était joueur, on avait quasiment aucune obligation avec les médias. Il n'y avait rien. Moi, il n'y avait pas la télé, à part le journal local. On n'avait quasiment aucune demande. Voilà. Et comme moi à Bordeaux, j'étais un joueur, on va dire, j'étais pas un joueur vedette. Forcément, je passais après tout le monde. Donc il n'y avait pas le même rapport qu'avec les médias aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait partie du jeu. C'est important pour le joueur, c'est important pour le club, c'est important pour les médias. Voilà, c'est un gros changement. Les joueurs doivent être, je dirais, aussi performants avec les médias parce qu'il y a des messages qui peuvent être véhiculés. C'est très important. L'image est devenue très importante. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout un business qu'il y a derrière. Voilà, c'est tout un business et ils doivent être à la fois formés. Ils doivent être formés, les joueurs là-dessus. Ils doivent être à la fois prudents. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Il y a une formation par rapport aux médias dans les différents clubs où vous êtes passé? Non. Il y a malheureusement, enfin moi, je pense que de toute façon, si ça doit se faire au niveau de la formation, en fin de formation. Malheureusement, j'ai connu que des centres de formation, on va dire, de deuxième catégorie. Je sais qu'il y a des clubs qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, il y a l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnels, qui propose des formations à des joueurs stagiaires ou professionnels pour leur première année de contrat professionnel. Ils proposent des formations. Donc aujourd'hui, le joueur a possibilité de se former. D'apprendre, ouais. Parce que justement, mais dans les clubs que moi j'ai fait, ça venait pas du club. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mais ça venait pas du club. Mais aujourd'hui, le syndicat des joueurs propose des choses très intéressantes là-dessus. Donc le joueur qui veut se former, il peut se former sans problème. Ah oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, un joueur, des fois c'est un like, des fois c'est un truc, et ça peut déclencher. C'est un minimum. Et puis même, des fois, en conférence de presse, le moindre mot peut être pris dans un mauvais sens, dans un mauvais contexte, et il se retrouve vite devant les foudres du monde, quoi. Mais oui, parce que des fois, une phrase sortie de son contexte ne reflète pas forcément la pensée du joueur ou de l'entraîneur. Voilà. Oui, et puis aujourd'hui, un truc aussi, c'est que les médias, souvent, ils vont faire une interview, ils vont prendre quelque chose d'assez long, et puis ils vont prendre, nous on dit c'est un truc à clic, c'est qu'en gros, où ils vont mettre une phrase, et les gens, genre, ils vont juste lire cette phrase, ils vont se résumer l'article, alors que des fois, ça n'a rien à voir. On voit le cas Juninho sur Neymar, c'était super mal interprété, alors qu'à la base, il expliquait bien. Donc, ouais, c'est un peu le revers de la médaille, on va dire, de trop d'informations.
Mais tu veux En continuer, tout cas, Sofiane, avec des questions? ça reflète pas toujours l'idée que veut véhiculer le joueur ou Ouais, qui veut l'entraîneur. l'envoyer, ouais. Mais bien sûr. Alors, juste, donc, je continue sur le métier d'entraîneur. Vous avez reçu le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 2. Est-ce que ça vous a fait quelque chose en tant Alors, je ne veux pas qu'entraîneur? dire que je veux pas dire que ça m'a rien fait parce que non, c'est pas le cas. Ça fait plaisir parce que ce sont les entraîneurs qui votent. Hmm. Oui. Voilà. Donc, on est jugé par ses pairs. C'est pour ça que ça fait plaisir. C'est une reconnaissance quelque part. Moi qui venais de la formation, qui n'avais En pas plus, beaucoup d'expérience au niveau professionnel. Donc, c'est une reconnaissance de la part de ses pairs. Voilà. Donc ça, oui, oui. Je vais pas dire le contraire. On se sent reconnu, mais bon, nominé, ça m'allait bien. Ça- après j'ai été élu, bon, ça c'est. Mais je veux dire, il y a quelque part une reconnaissance, oui, oui, forcément. Non, mais oui, bon, surtout que cette année-là, on avait on avait pas mal eu de trophées, je crois, que ce soit même au niveau du meilleur joueur, non? Si je me trompe pas. Mais c'est une Oui, reconnaissance. Et puis ce qu'il y en a de tout bien, cas, c'est que c'est. il y avait des joueurs nominés, oui, oui, oui. Ouais, Oui, voilà, oui. si je m'en souviens, il y avait Rachid. Rachid, je crois, ouais. Et non, mais voilà. Après, non, moi, une saison qui m'a beaucoup marqué, et je pense que vous aussi. Mais moi, j'avais une question là-dessus. C'était quelle est la saison qui vous a le plus marqué? Pourquoi? Celle de la montée ou celle des moins 8 points? Quelle est celle qui vous a le plus Ah, non, pour moi, c'est les moins 8 points, ouais, je l'ai déjà dit. Ah ouais? Parce que c'était quasiment mission impossible, quoi. À Noël, moi, quand j'ai pris l'équipe, on avait fait 14 matchs. Mhm. On était à moins de 10 points par rapport au premier non relégable. À Noël, on était toujours dans cette situation-là. Il manquait 10 points. On était à 10 points du premier non relégable. Il restait 19 matchs. Donc ça paraissait complètement, ça paraissait impossible. Je dirais que c'est parce que ça paraissait impossible qu'on l'a peut-être fait. Euh, Perdu pour perdu, tout le monde s'est lâché. Voilà, on a eu la chance de prendre peut-être les bonnes décisions au bon moment, facilité par, je l'ai déjà dit aussi, par le président de l'époque, M. Perdrier, qui était à fond derrière nous, qui était à fond dans les décisions qu'on prenait. Moi, ça avait été mes conditions. Je veux bien prendre l'équipe, mais il faut, voilà ce que je veux faire. Il faut que vous soyez avec moi. Voilà, c'était ça l'idée. Et il m'a accompagné, il a accompagné l'équipe, il nous a soutenus. Il y a eu de bonnes discussions avec les joueurs à la trêve. Il y a eu un stage au Roi du Roi fond- fondateur, voilà, voilà, fédérateur, où les choses se sont parlé, où on s'est parlé, où on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre. Voilà, et puis le mois de janvier a été tellement extraordinaire qu'on s'est mis à rêver, voilà, tout simplement. Ah, Mais il y avait une incroyable. forme d'inconscience, il y avait, voilà, parmi les décisions qu'on a prises qui étaient importantes, il y avait 29 pros. Moi, j'en voulais une vingtaine, donc il a fallu écarter 8 joueurs. Ça a été des moments pas faciles, ça, hein. Écarter 8 joueurs professionnels, Mhm. c'est leur métier. Il faut penser aux familles, il faut penser à tout le monde. Donc c'était violent, c'était violent. Moi, je l'ai fait parce que ça me semblait bien pour le groupe, parce que quand on a 29, 30 joueurs, c'est impossible à gérer. Donc je voulais réduire le groupe. Je voulais, je voulais intégrer un ou deux jeunes aussi, donc il fallait que je fasse de la place. Donc on l'a fait avec le soutien du président. On a essayé de trouver des solutions pour les 8 joueurs qui étaient écartés. Et puis il y a eu des changements de poste. Voilà, on a réfléchi, on a changé Savanier de poste, on a changé Briançon de poste, on a changé Arec de poste, on a changé Ripard de poste. Enfin bon, voilà, beaucoup de changements qui ont été à l'arrivée bénéfiques. Voilà, puis tout s'est bien imbriqué, on va dire. Voilà. Moi, j'avais quelque chose qui rebondissait là-dessus. C'était quel a été le rôle du coup de Christian Pudrier et de Maolida dans cette saison? Ah Puisque oui, bah, voilà. Maolida, c'était un peu notre porte-parole en quelque sorte. Ouais. Moi, je m'en souviens quand on était à la gare ce jour-là, c'était incroyable, quoi. Donc, je vais d'abord finir avec Monsieur Perdrier, Hmm. ben, il nous a accompagnés, il était présent, hein. Voilà, on était dans la merde jusqu'au cou et il n'a pas eu peur d'être là, de nous soutenir dans les décisions et puis d'être avec le groupe. Voilà, il a vécu cette remontée avec nous. On avait ce sentiment qu'il était avec nous en permanence. Bon, en fait, il n'était pas. Il était là au match, il passait une fois par semaine à la Bastide, mais on avait ce soutien fort et c'est important d'avoir ce Mhm. soutien.
Toi, Philou, voilà, aussi, toi, Philou, ça n'a pas été facile. Moi, j'arrivais du centre de formation. Toi, Philou, 500 matchs en professionnel. Qu'est-ce que moi, vous voulez que je lui dise? Je savais comment l'utiliser, mais lui a eu l'intelligence de comprendre comment je voulais l'utiliser. Il a été à fond. Pour moi, il était plus capable de jouer 90 minutes, ou alors que rarement. Et il a admis ça, il a compris ça, et il a été performant en tant que joueur, ou comme joker, ou quand il démarrait les matchs, qu'il sortait en cours de match. Donc, dans l'utilisation du joueur, euh, c'était mieux. Il comprenait, puisqu'on avait eu une discussion. Et puis, ça a été un leader. Moi, j'avais dit, quand j'ai repris l'équipe, j'ai dit, toi, Philou, je vais t'utiliser moins que l'entraîneur précédent. Mais par contre, tu vas être meilleur. Et tu vas être un leader. T'acceptes ou t'acceptes pas. Il est rentré là-dedans, super. Il me dit, coach, moi, j'ai envie de beaucoup jouer, mais je prendrai le temps que vous me donnerez et je serai un leader comme vous voulez. Donc, même quand il était sur le banc, c'était un leader. Et c'était extrêmement important aussi parce que l'équipe était très, très jeune. Voilà, il a eu un rôle extrêmement important sans forcément jouer tout le temps. Donc, comme quoi les joueurs peuvent être, ouais, je vais redire le mot, peuvent être très très importants et sans être forcément des titulaires à tous les matchs. Et, Vas-y, je te dis. Justement, comment, après tout ça, vous avez vécu justement la montée? Après les moins 10 points et tout ça, Alors, voilà, la remontée est extraordinaire parce qu'on est tellement loin. Ça a été fait sur un temps très très court. Voilà, on s'est sauvé en 15 matchs. Donc, puisque à 3-4 matchs de la fin, on était déjà sauvés. Ça a été, j'allais dire, ça a été violent sur un temps très court. La montée, c'est arrivé plus petit à petit. La montée est arrivée déjà l'année de l'avant. Sur les matchs retour, on avait fait 39 points. Donc, c'était déjà un rythme de montée, de belle montée, quoi. Parce que 39 points sur juste les matchs retour, c'est plus de 2 points par match. On était déjà dans le rythme de la montée. Et l'année d'après, on n'a fait que continuer sur ce rythme-là, en fait. Donc, on va dire qu'on a fait trois très belles demi-saisons. Et donc la montée qui est arrivée sur la dernière belle demi-saison était presque quelque chose de logique. Même si on avait que le 12e ou 13e budget, quelque part sportivement, ça nous paraissait... on savait qu'on attaquait la saison en étant costaud, que si on continuait sur la lancée de l'année d'avant, on savait qu'on ne serait pas loin. Donc, quelque part, c'est venu quand même plus petit à petit. C'est pour ça que c'est moins violent que la remontée. C'est moins intense, même si on atteint le Graal. Hein, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien de plus beau que de monter de Ligue 2 en Ligue 1, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, parce qu'on atteint le Graal, quoi. Voilà, on atteint le haut niveau. C'était votre objectif en début de saison ou pas, de la montée? C'était un objectif, je pense que beaucoup de monde l'avait dans un coin de la tête. Oui. Après la demi-saison, même si on le disait pas, nous on s'est simplement dit, si on continue sur la lancée de l'année d'avant, et il n'y avait pas de raison qu'on continue pas, puisqu'on avait gardé quasiment le même effectif, si on continue sur la lancée de l'année d'avant, on va pas être loin. Voilà ce qu'on se disait. En plus, cette saison-là, on prend un buteur, voilà. On prend un Oumout qui est super bien adapté, quoi. Voilà, le duo Bozok Ali oui a été très quelque chose, non? Voilà. On est passé un peu au travers des blessures aussi. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que voilà, on a continué, je dirais, on n'a pas se continué sur la lancée de l'année d'avant. Parce que si je me trompe pas, cette année-là, Reims, bon, ils sont champions et avec énormément de points d'avance, mais je crois qu'on quitte pas la 2e place pendant des mois, quoi. On était resté super longtemps. À partir de, je crois que c'est à Lorient où déjà on devient second, ou juste après on devient second. C'était le mois de fin octobre, au mois de novembre, jusqu'à la fin de saison, on était second. Ça avait été incroyable, non? Ouais. Et vous avez. L'équipe était solide, hein. L'équipe était solide, complète, avec des buteurs devant, voilà. Et puis on l'a vu en Ligue 1, elle a fait l'affaire après, vu que c'était une équipe déjà très soudée et puis qui avait un très bon niveau en Ligue 2, en Ligue 1, ça a suivi.
Non, mais c'était une très très Oui, belle oui, année, voilà. très très belle saison à Il y suivre. Hein. avait un groupe de joueurs qui a joué pendant 3-4 ans ensemble. Et forcément, hein, c'est un sport collectif, donc forcément, les joueurs se connaissent bien et le collectif est meilleur. Ouais, il y avait le lien, il y Puis avait la quand ça cohésion, il y avait tout était, c'était très beau, l'état c'était d'esprit, magnifique. l'état d'esprit, Ouais, c'est l'état ça. d'esprit. Ouais, ouais. Et C'est la justement, force, c'est la force de ce groupe-là. C'est la force encore aujourd'hui. C'est ce qui a sauvé l'équipe l'année dernière, c'est l'état d'esprit. Oui. Mm. est-ce que vous avez aussi évolué tactiquement? Que je sais que vous évoluez en Oui. 4-4-2, puis vous êtes passé au 4-3-3. 4-2-4 Oui, aussi. j'avais tendance à dire qu'on jouait plus en 4-2-4 qu'en 4-4-2, parce que quand sur les côtés, vous faites jouer Ah ouais, un gars comme Ripard ou Sissoko, à ce moment-là, c'est plus des attaquants que des milieux de terrain. Quand on fait jouer Ferrat, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus un milieu de terrain. Quand on fait jouer Tchoub et Boenga sur les côtés, c'était lié à fond. plus deux attaquants que vous rajoutez aux deux autres attaquants, donc c'est plus un 4-2-4 qu'un 4-4-2. Donc, mais oui, ça nous convient mieux, même si on a essayé le 4-3-3, parce que moi, c'est un système que j'aime bien, on l'a essayé, mais on est souvent revenu au 4-4-2, ou même si maintenant, on joue, l'année dernière, on a fini avec Benraou un peu reculé par rapport à l'avant-centre, c'est toujours un peu un 4-4-2. Mais, voilà, c'est le système qui nous convient le mieux, parce que c'est un système qui permet de jouer plus direct, plus vertical, et c'est le jeu qu'on recherche à Nîmes et c'est le jeu que les spectateurs veulent à Nîmes. Ah bah, ça faisait des années avant qu'on. Enfin, à l'époque, moi, ça fait des années que je vais voir Nîmes. Et on avait un jeu un peu plat, un jeu sur la possession. Et puis, quand on a commencé à faire du 4-2-4 et à du dérouler en offensif, c'était splendide. La saison en Ligue 2, on fait 83 buts, non? Ou un truc. Non, peut-être trop là. Oui, oui, on a marqué peut-être pas tant, mais on a marqué Mais je sais qu'on énormément de avait buts. battu le record, un truc comme Oui, ça. Enfin, chaque année, on a marqué beaucoup de buts. De toute façon, ouais, même la première année, l'année de la remontée, sur la deuxième partie, on a marqué beaucoup de buts. On jouait avec Koura et Mounier devant, qui étaient complémentaires, deux c'est vrai. attaquants. Il y avait Ripa sur un côté, Sissoko de l'autre. Là aussi, c'était très, très offensif. Mais tout le monde travaillait beaucoup. Et c'était, voilà, à partir du moment où tout le monde travaille beaucoup, court beaucoup sur le terrain, on peut aligner une équipe très offensive. Et justement, est-ce qu'il y a un match en particulier qui vous a fait, qui vous a donné satisfaction? Un match vraiment parfait? Bah, parfait. Quand on est entraîneur, il n'y en a jamais de parfait. Mais heureusement qu'il y a des matchs qui m'ont donné satisfaction, et même beaucoup de matchs. Peut-être que le match l'année de la remontée, il y a deux matchs qui m'ont marqué. C'est le 4-3 à Nancy, Mhm. et puis le 4-0, le 4-1 contre Lens chez nous, qui, euh, qui valide notre maintien. Voilà. Et là, le stade était plein, on jouait à huis clos et ça a été un match fou. Voilà. Ah, ça devait Mais être. il y en a plein d'autres, cette année-là, le 6-2 contre Clermont. Voilà, il y a d'autres matchs il y a d'autres matchs, il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de matchs qui m'ont marqué. Non, J'essaie de retenir les bons, pas les mauvais. mais justement, en parlant de souvenirs, est-ce que vous avez des anecdotes, des choses qui ont pu arriver, que je sais pas, dans une anecdote, avoir vu un coach ou quelque chose comme ça? Ah, il y en a plein, il y a plein, il y a plein. Des fois, on se félicite de certaines choses, des fois, mais parfois c'est le hasard, parfois on sent quelque chose au dernier moment. Je sais pas, des anecdotes, il y en a plein. Mais enfin, en tout cas, j'ai juste un truc qui me touche, entraîneur, c'est en début de saison, là, cette année, on va jouer à Monaco, on perd 2-0, on revient à 2-1. Et sur le banc, j'ai amené Kevin Denke Ouais. au dernier moment parce que la veille, je n'avais pas prévu de l'amener. Et puis la veille, je ne sais pas pourquoi, je décide de l'amener, bon, mais plus dans ma tête pour être 18e, quoi. Et puis le match se déroule d'une certaine façon, et puis je dis, donc on prépare à faire rentrer un attaquant. Et puis au dernier moment, je dis, non, non, c'est bon, Kevin, il va s'échauffer, c'est Kevin qui va rentrer, c'est Kevin qui a égalisé à la 90e. C'est des choses qu'on n'explique pas, ça, c'est des choses qui. Une touche, Voilà, un c'est but. comme ça. Non, mais c'est comme ça marche, mais le nombre de fois où ça ne marche pas aussi. Donc, après, des anecdotes, il y en a plein. Bon, il n'y en a pas qu'une. Voilà, il y a plein de choses qui me reviennent, bien Donc, sûr. Avec c'est les joueurs, incroyable. on a vécu des choses très très fortes avec les joueurs, ouais, bien sûr.
Kevin, cette année, il a fait 2 entrées, 2 buts, et c'était le joueur avec le moins de frappes et le plus de. Enfin, genre le meilleur Ouais, ratio en Ligue 1, c'était fou, quoi. Un Bon, ratio surtout à d'écart, son jeune âge. presque. parce qu'à un moment donné, le joueur est sur son nuage, parce que voilà, après, c'est l'atterrissage qui peut être difficile parfois. C'est sûr. Mais le rôle d'un entraîneur aussi, c'est de temps en temps sentir ces coups-là. Alors, des fois, on réussit des bons coups, mais j'allais dire souvent, on en fait des mauvais aussi, hein. Ah bah après, c'est le risque, hein, quoi qu'il arrive. Non, mais franchement, moi, j'ai pas souvenir de gros problèmes, que ce soit tactique ou quoi que ce soit. Au niveau des dernières années, c'était vraiment super. Et puis, Ah, on on l'a peut vu, le collectif, hein, le stade, il s'enflamme. Enfin, rater. Ouais. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, et ça, c'est nous, une des, enfin, vraiment, moi, ça fait grosses depuis le national satisfactions. et c'est beau, hein, de voir ça. C'est beau de voir le stade rempli à chaque fois, 80% de taux Et je pense que d'abonnement. c'est l'équipe voilà, l'équipe qui entraîne le public avec lui et le public qui pousse l'équipe. Voilà, c'est réciproque. Je pense que les supporters se reconnaissent dans la générosité de cette équipe-là, dans sa vaillance, dans sa vie, tout simplement. C'est une équipe qui vit. Les supporters s'y reconnaissent. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué dans votre carrière d'entraîneur en particulier? Oh, bah, il y en a plein, hein. Il y a plein de joueurs qui m'ont marqué. Et je vais surtout citer les Nîmois, hein. Voilà. Moi, les Rétard, les Briançon, les Savanier, les Bernardoni. Et je peux en citer les Paquiès, je peux citer plein d'autres. Ce sont des super joueurs d'abord, et puis ce sont des super mecs, quoi. Voilà, ce sont des mecs bien. Et Important, c'est pour ça que Nîmes en est là, quoi. Je veux dire, c'est des joueurs sur lesquels vous pouvez compter à tout moment. C'est-à-dire, et bon, il y a eu la remontée, il y a eu des moments difficiles l'année dernière, il y a eu des moments difficiles les années d'avant aussi, parce qu'il y en a toujours. Il y a 2 sortes de joueurs, ceux sur qui vous pouvez compter et ceux sur qui vous avez un doute quand ça va pas bien. Parce que c'est quand ça va pas bien et là, ouais. qu'on reconnaît les siens, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, il y a des joueurs, même si vous vous êtes accroché avec eux, même si à un moment donné ils ont fait la gueule, vous savez que quand vous avez besoin d'eux, ils sont là. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement important. Moi, j'ai une question. Hein, j'en ai oublié plein qu'ils m'excusent, mais voilà, j'ai cité ceux-là parce que ceux-là sont restés peut-être un peu plus longtemps que les autres. Mais voilà, les Valls, les Bobichon, les Paquiez, Je les avais vus les grandir, Briançon, hein. les Arec quand il était là, les Savanier, les Ripard évidemment. Voilà, tous ces garçons-là sont des garçons fiables. Et moi, j'avais une question là-dessus, justement. Enfin, comment, en tant qu'entraîneur, vous vivez le départ de TJ chez l'ennemi, à Montpellier? Est-ce que TJ avait déjà voulu, enfin, comment on le vit de perdre son meilleur passeur? Enfin, nous, ça avait fait un scandale incroyable, on s'en souvient. Et après, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a Nîmes, le Nîmes olympique. Il y a le club qui l'accueille. Bon, il se trouve que c'est malheureusement Montpellier. Et puis ce que le joueur veut faire. Et je dis souvent que le joueur, c'est lui à la fin qui décide. TJ, pour moi, avait déjà décidé depuis longtemps d'aller à Montpellier. C'est un club de cœur, même s'il a vécu de très bons moments à Nîmes. Moi, je savais qu'on ne le retiendrait pas. C'était pas possible. Donc, même si je le regrette, parce que on perdait quand même notre maître à jouer, c'est pas le départ de TJ qui m'a posé le plus de problèmes parce que je savais qu'il allait partir. Donc pour moi, c'était inéluctable. Voilà. Certains autres départs m'ont fait un peu plus de. J'ai vécu un peu plus mal certains départs. Enfin, TJ a quand même rapporté beaucoup d'argent au club. bien sûr. Donc ça aussi, Et sur puis, le plan dans le économique, jeu, on est bien obligé d'en tenir compte. Hein. On est bien obligé d'en tenir compte. C'est pas ouais, l'entraîneur que je suis a envie de garder tous ses meilleurs joueurs. Malheureusement, il arrive à un moment donné où vous ne pouvez pas les garder. C'est compréhensible. Après, il ne faut pas en perdre trop non plus, comme on a perdu trop l'année dernière. Voilà, il ne faut pas en perdre trop, mais perdre son meilleur ou ses 2 meilleurs joueurs pour faire rentrer de l'argent, c'est quelque chose de compréhensible. En tout cas, moi, je le comprends. mais c'est surtout que TJ, tout ce qu'il nous a donné, enfin, de toute façon, personne ne pourra revenir dessus. C'était un joueur incroyable. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est sous-coté pour le joueur que c'est.
Et puis, nous, je me suis dit, quand j'ai appris qu'il était parti à Montpellier, je me suis dit que le jour de son départ, quand on est au Costières, qu'on donne les banderoles, tout ça là, et qu'il pleure, je me dis qu'à ce moment-là, en fait, il le savait déjà et que pour lui, c'était sûr que malheureusement, il allait nous trahir, entre parenthèses. Hein. Mais je pense que faut lui poser la question, mais bon, après. Faudrait le faire venir un jour. Je comprends le mot trahir, mais il viendrait peut-être. Je comprends le mot trahir, mais c'est peut-être un peu violent aussi parce que. Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'il avait beaucoup donné au club. Je comprends, vu ce qui oppose Nîmes et Montpellier, mais il a été formé là-bas, il habite là-bas. S'il a été bon à Nîmes, c'est parce qu'aussi il a été formé à un moment donné à Montpellier. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie entre Lyon et Saint-Etienne, entre Nîmes et Montpellier. Voilà. Et justement, une petite parenthèse entre parenthèses. Juste pour terminer, quand Mounier a été prêté par Montpellier à Nîmes, ça a été très important pour le club. Est-ce qu'on se serait sauvé si Mounier n'avait pas été là l'année de la remontée? Ah, mais justement, après, je pense que tout le monde voulait qu'il reste. Hein. Il signe après à Huddersfield. Non, il reste à Montpellier et après il part à Huddersfield. Oui, mais quand il était chez nous, tout le monde voulait qu'il reste, même la saison d'après. C'était un excellent joueur, un excellent joueur de la tête. Ce qui nous manquait d'ailleurs, je pense, en ce début de saison jusqu'à l'arrivée de Roux, je pense. Voilà, c'est ça aussi. J'ai coupé Sofiane, excuse-moi. C'était une petite parenthèse par rapport à quand vous étiez à Grenoble. J'ai vu que vous avez eu Thauvin. Vous avez pensé quoi de Thauvin en formation? Oui, j'ai eu Thauvin, j'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu Olivier Giroud aussi. Sofiane Feghouli. Ah, je crois qu'on a un petit bug de connexion. Petit bug. Comme chaque soir, hein, si vous êtes habitués, c'est normal. On met la VAR, les amis, on revient dans quelques minutes. Allô. C'est bon. On est de retour, on attend notre très cher Blacard. En plus, c'était une question intéressante. Garde-la. En tout cas, les amis, on est venu, on vient parler avec vous. Sachez qu'on est en train de noter toutes les questions depuis tout à l'heure. Si vous voulez poser des questions au coach Blacard, n'hésitez pas. Je pense qu'il a eu sûrement un souci d'internet, vu qu'il n'était pas déconnecté ni rien. Donc, j'espère que vous aimez bien. Franchement, on fait un grand bisou à notre grand Nando qui n'est pas là. Envoyez-lui de la force, envoyez-lui des tweets. Il a eu un accident, les copains, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, lâchez des bisous Nando dans le chat. Des bisous Nando, les gars. Hashtag bisous Nando. Non, voilà, il a eu un petit souci. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Jonathan, Bernard, il devrait être en train de... Ah, merci Patou pour le don. Incroyable. Grand merci. Ah, mais écoute, on la garde de côté et on va te l'envoyer et on va la donner à. On va dire ton message à Bernard. Je pense que Bernard a oublié. Ouais, cœur sur tout le monde, les gars. Franchement, c'est un grand plaisir. On espère que vous aimez. On en profite là pour regarder. Le hashtag bisous Nando et oui, le maillot. Le maillot, les copains, je l'ai acheté hier. Ils sont en promotion. Allez les chercher, Go Sport. Envoyez-moi un DM, je veux vous avoir des prix en plus. Go Sport, là, il faut faire quelque chose. Faut envoyer. Faut faire le sponsor là. Non, je pense qu'il a bugué, monsieur Blacard, mais il devrait revenir. Il va arriver. Franchement, c'est un très bon live. Ouais, grave. C'est incroyable. Franchement, elle et moi, je sais pas si vous ressentez moi à quel point je suis heureux, mais je suis très très heureux actuellement. Très 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 heureux, c'est super cool. 18 balles, frère. 18 balles, je vais payer. Mettez les questions, envoyez des questions. Après, on va envoyer les questions parce que ça fait déjà 30 minutes. Ah, si vous voulez envoyer des questions perso sur nous, vous pouvez, les copains. Ouais, vous inquiétez pas. Hein. Là, on parle avec vous en attendant, tranquillement, gentiment. Donc, je pense qu'on coupera ça de toute façon au montage. Parce vous inquiétez pas. Trop long. Ça sera une exclusivité pour vous. Hein. Ça va pas être diffusé. Hein. Là, c'est un just chatting entre nous. Et ah, Bastien, il a offert 5 €. Mais Bastien, t'es un monstre. Ah, Bastien, c'est le gros cœur là. Ouais, quel monstre.
Eh, Là, t'es c'est un un gros frère. cœur, là. Ouais, c'est les aléas du direct, les copains. J'espère Bastien, que il est dans notre cœur de ouf. Bastien, c'est un. Et Là, Bastien, il fait partie de la modération, wesh. mais il est dans le cœur, ça y est. Là, il est modération plus. Premium, modération premium. Les gars, vous le savez maintenant. Si vous voulez monter de poste en modération, envoyez les dons. À 100 €, vous faites le live même. Sofiane, il se fait un plaisir de soudoyer les gens. Eh les gars, si vous voulez que la chaîne monte, on s'assied pas avec des pierres, comme on dit. Hein. Et je voulais dire, Lucas, si tu peux voir, si tu peux appeler Blacard, voir. Lucas, il est pas avec nous, les gars, mais c'est l'une des personnes de l'ombre. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais remercier tous les poteaux de l'ombre. Ouais, vas-y, lâche-toi et oublie personne. On va en profiter, les copains. Je vais ouvrir. C'est le live de la famille maintenant. Écoutez maintenant. Lille, faut que tu diminues un peu les dons après. Alors, du coup, merci à Bastien, Bompard, Lélie, Vincent, Anthony, Brassidas, Nicoletero, enfin l'homo, le Hus, Fleck, El Famoso Nîmois, Hydro, Mohamed Roger, #Satya, Croquitar, Théo, Ripardigno, notre fameux crack du graphisme, Naikos, Junior, Lucas Jalabert qui est notre community manager, les copains, Lilian qui est à la régie et que vous entendez pas, mais Lilian, si tu veux, mets le son et dis bonjour. Attendez. Hello. Il a dit bonjour. Voilà. Lilian. On vous montre comment ça se passe, les behind the scenes. Faut savoir qu'on est une grosse équipe, les gars. On est une vingtaine de personnes. Cœur à tout le monde. On espère que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre si vous ne l'avez pas fait. Allez voir, on a un serveur sur Discord sur lequel on parle que foot. On a une page Instagram, Twitter, et lui, il est en train de faire quoi là? Non, mais par contre, je suis fou. Mais Patou, mais quel crack, sérieux! Patou ni moi. Putain, mais Patou, un énorme merci. C'est le gras. Patou ni moi, il est là. Patou. Écoute, Patou, on est en train de prévoir une descente de Sofiane pour venir voir un match au Costières. Je vais venir à Nîmes. Tu vas être là, t'inquiète pas. Hein. Ça va être incroyable. Attendez, je passe vite fait en off, je te laisse meubler, poser des questions à Sofiane. Vas-y, t'inquiète. Sur l'Inter de Milan. Bon, les gars, là, c'est mon live perso maintenant. Là, c'est que vous et moi. Donc, c'est entre nous. Si vous avez des questions vis-à-vis de Nîmes et moi, vous pouvez. Vous inquiétez, je vais venir à Nîmes. On va voir un bon petit match, un petit derby. Comme ça, on va tous kiffer ensemble. Ça va être incroyable. Ça va être du jamais vu dans le monde du football. Et vous inquiétez pas. Alors, par contre, évitez de me parler de Candreva, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment. On va rester calme. On va se détendre. On est dans un live très, très courtois, avec un très bon invité. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Je vous remercie d'avance. Non, pas de... S'il vous plaît, le chat, pas de Candreva. Arrêtez. Parlons de Nîmes, les gars. C'est un sujet de Nîmes. Arrêtez avec des Gagliardini et des Candreva. On parle de Nîmes. Lukaku est indispensable cette saison et l'année prochaine. Vous voyez, on parle de Candreva et je suis flou. C'est pas bon, ça, les gars. Wesh, les copains, merci pour les follow. Ça fait vraiment plaisir. Gros cœur sur vous, les copains. Les gars, comme d'hab, ceux qui follow, vous faites partie du bateau. Voilà, tout ça. Vous faites partie de l'équipage maintenant. Montez dans l'arche. Vous ne pourrez plus sortir de l'équipage parce que y a des requins dans l'eau des fois. Bernard, il n'arrive pas à rejoindre. Viens Bollard. Bollard, on envisage de y aller pour voir notre grand ami Jonathan. Ouais, on va venir à Bollard. Les gars, écoutez, pour Nîmes Lens Nîmes, si les autorités nous le permettent, je monterai. Et si Sofiane il est chaud, on monte. Et on veut voir la ferveur de Lens. De Lens. Moi, j'ai grave envie. Stéphane Dalma m'a dit beaucoup de bien sur le public lensois. Bompard, il a dit Sofiane, GN91. C'est quoi GN91? C'est les gladiators, c'est les. Ouais. Ouais. Putain, il arrive pas. Pardon, j'ai dit un gros mot.
Aïe, 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 ça. Il n'arrive pas à rejoindre. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Essaye de. Sofiane en week-end avec nous. Mais oui, on fera un week-end incroyable. Eh, Bien sûr. vous êtes incroyable. Je vais être votre chaperon. Qu'est-ce qu'il Je raconte? serai votre chaperon. J'ai Voilà. allumé la lumière, les gars. Je sais pas si ça passe sur le live. Voyons voir. Frérot. Je sais pas pourquoi ça ne joue Mais à pas. Lens, on va y aller tous ensemble. Tout le monde, toute la planète, on va aller tous à Lens. Et on va aller aussi à Nîmes. Voilà, cette année, j'ai 2 stades de prévus. Non, 3. Stade de l'Inter, stade Bollard et stade La Costière. Ah, le Milan est chaud depuis le retour de la Serie A. Oui, puisqu'on parle beaucoup du Milan. Le Milan est très très chaud. Ça me fait mal de le dire, mais ils sont très très chauds actuellement. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi, les gars, mais il n'arrive pas à se connecter. Ne vous inquiétez pas, le problème technique est réglé par une régie de haute qualité. Ah, Vous voyez? mais il join et il part. Ça ta. Il est venu, il est parti en vitesse. Putain, non, il est venu et genre ça l'a jarté. Je crois que c'est son tel qui a bugué. N'oubliez pas, les gars, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat. Pour Leandro, pour moi, pour. Non, c'est via des contacts à chaque fois, les gars. Contact, etc. Mm. C'est un travail en amont, comme on dit. Moi, Milanais, j'avoue que l'Inter est une belle équipe. Merci. Même si en ce moment, on est nul. Quel est pour lui le meilleur poste? Ça y est. Ah, On est Ah, arrivé. là, c'est pas ce qui a pu se passer. J'en sais rien. Ça a coupé d'un coup. Il faut juste mettre la caméra et Et on c'est peut bon. repartir. On était en train de parler avec nos amis. Ouais. Désolé. Je sais pas Pas ce de qui s'est problème. passé, ça a coupé d'un coup. Je sais pas. Attendez, avant de poser la question, est-ce qu'on a le message de Patou? Parce qu'on a reçu notre premier don grâce à vous, Monsieur Blacard. Ah, donc. Oui. Est-ce que. Bon, je le redirai après, pose ta question. Vas-y. Donc, ma question, c'était par rapport à votre passage à Grenoble, par rapport à Thauvin, mais comme vous le disiez, il y avait Olivier Giroud, Sofiane Feghouli, et après, je vous laisse terminer la suite. Thauvin, comme j'avais dit, donc j'avais recruté au Pôle Espoir de Châteauroux. Voilà. Et quand on est un petit centre de formation, on passe un peu en dernier. Donc, c'était un garçon qui n'avait pas de club. Il n'avait pas de club à 15 ans. Personne s'intéressait à lui parce que c'était un petit gabarit. Et c'était une époque où les petits gabarits, on n'aimait pas trop. Il était en retard un petit peu de maturité, tout simplement. C'était pas grave, mais il était comme ça. Il était pas grand, il était fin, mais il avait déjà une gestuelle, un pied gauche très vif et du tempérament. Donc, le directeur du pôle à l'époque de Châteauroux m'avait dit: Bernard, c'est un joueur intéressant, il faut que tu viennes le voir. Donc, j'avais été le voir et je l'avais pris comme ça. Il avait eu quelques soucis de santé la première année chez nous, comme quoi il n'était pas encore très solide. Et puis après, la deuxième année, il a commencé à devenir très rapidement très bon en U17, en U19, et puis il a franchi les étapes très vite. Ça a été c'était un petit surdoué quand même, malgré son gabarit. En tout cas, pour un club comme Grenoble, d'avoir des garçons comme ça, comme Thauvin, comme Giroud, comme Feghouli, c'est très rare parce que vous touchez des top joueurs alors que vous êtes un centre de formation qui vient juste de démarrer. Donc c'est inespéré. Et Feghouli, c'est pareil, on l'avait récupéré, personne n'en voulait. Il avait fait des tests partout, personne n'en voulait. Et c'est la même chose. C'est encore un joueur exceptionnel. D'ailleurs, pour rebondir sur Tours, comment vous le vivez? Est-ce qu'il se passe actuellement à Tours, qui n'a pas pu être monté, Comment vous le voyez? Il y avait Jonathan qui nous avait dit que c'était prévisible quand il était au club au fur et à mesure. C'était un peu prévisible vu la gestion. Jonathan est arrivé un peu quand moi je suis parti. Donc, il y a eu un changement de président, tout simplement. Moi j'ai vécu 3 ans à Tours extraordinaire parce que déjà, on m'a fait confiance.
les dirigeants avaient une confiance totale en moi, et notamment dans le travail fait au centre de formation. Je suis parti pratiquement d'une feuille blanche, et ça, c'est extraordinaire pour un entraîneur ou pour un directeur de centre. Vous avez un budget, vous faites comme vous voulez à l'intérieur. C'est quand même une belle confiance, et donc moi, j'ai passé des moments extraordinaires. Après, au bout de 3 ans, le président a vendu le club pour des raisons personnelles, des raisons familiales, et on ne savait pas trop qui allait arriver. Et forcément, c'est délicat. Moi, je suis parti à ce moment-là. Après, quand monsieur Jean-Marc Tory est arrivé, ça a été une autre ère. Voilà, ça a été une autre ère avec des idées nouvelles. Après, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès, c'est clair, de voir le club en National 2 aujourd'hui. En National 3, ils ne peuvent pas remonter en National 2, quoi. Il n'a pas le droit de remonter. Voilà. Après, je ne suis pas au courant des choses, mais c'est vraiment dommage. Un club comme ça a largement sa place en Ligue 2, donc c'est vraiment dommage. Tours est une grande ville, est une belle ville. Sa place est en Ligue 2, pas en National 3. Ça arrive au club, ça arrive à des clubs. Strasbourg, Grenoble est passé par là aussi. Bastia, voilà. Ça arrive, il faut espérer que ça arrive jamais au Nîmes Olympique, c'est tout, mais ça arrive à des clubs qui parfois sont pas toujours très très bien gérés. On verra s'ils arrivent à remonter la pente, justement. Oui, mais de toute façon, ça va être long. Dans tous les cas, ça Oui, sera long. c'est sûr. Hein. Ah ouais. Strasbourg a mis 7 ou 8 ans, Grenoble a mis une dizaine d'années. C'est très long, c'est très très long. Et justement, par rapport à Tours, je sais que vous avez joué votre premier match, entraîné votre premier match à Nîmes. C'était contre Tours. Comment vous l'avez vécu? Le premier match que j'ai fait avec Nîmes, c'était à Valenciennes. Et après à Lens. Et après, c'est vrai qu'on a reçu Tours. Le premier match, on va dire à domicile, quand j'ai entraîné Nîmes, c'était Nîmes-Tours. Non, mais là, la page était tournée. Ça faisait déjà 3 ans, 2 ans et demi que j'étais parti de Nîmes. Donc la page était tournée. Non, il n'y avait pas de. Content de voir certains joueurs que j'avais connus, des jeunes que j'avais connus, comme Florian Miguel, d'autres. Content de les voir jouer en pro, c'est tout. Parce que du coup, vous avez quand même gardé. Oui, il y avait quelques joueurs, oui, quand même, que j'avais au centre de formation et qui jouaient à ce moment-là en Ligue 2. Donc voilà, à part ce côté-là, ça m'a procuré aucune. Non, rien du tout. Les gens avaient changé, les dirigeants avaient changé, c'était plus du tout pareil. J'étais content de voir pas mal de jeunes jouer dans cette équipe de Ligue 2. Voilà, tout simplement. Justement, ce que je voulais vous demander, parce que du coup, il y a eu la passerelle entre Tours et Nîmes pour Bouanga et pour Florian. Est-ce que Oui. ça a été vous qui avez facilité? Est-ce que ça a été une demande express? Non, Bouanga, je ne l'ai pas connu à Tours. Je l'ai connu par contre quand il était au Mans parce que je jouais contre lui avec les équipes de jeunes de Tours. Mais non, pour Florian Miguel, peut-être ça a joué dans sa tête, même si je ne suis pas intervenu sur le transfert. Florian, c'est un garçon que j'avais été chercher à Mérignac-Carlac à 15 ans, pareil. Il jouait à ce moment-là. J'ai été voir un match Mérignac-Carlac contre Girondins de Bordeaux. Et je l'avais joué avec la sélection d'Aquitaine. C'est à ce moment-là que je l'avais pris à Tours. Mais après, sa venue à Nîmes, alors peut-être que lui, ça a joué dans sa tête. Mais non, ça s'est fait. Oui, je connaissais l'individu, je connaissais le joueur, je connaissais son tempérament. Et je connaissais aussi le mal qu'il nous avait fait l'année d'avant, le match Tours-Nîmes. Je ne vais pas dire que c'est lui qui nous a empêchés de monter, mais il avait été bon ce jour-là. Ouais, il nous avait. Il y avait Bouanga aussi ce match-là, je crois. Il avait été énervant et bon. Ouais, il avait. Et du coup, moi j'avais une question par rapport juste par rapport à cette saison actuelle, qui moi je me demandais, ça avait été quoi l'élément déclencheur, mais du coup à la trêve pour que nous on revienne. Enfin, qu'est-ce qui avait changé pour qu'on revienne aussi bien? Et puis parce qu'avant la trêve, justement on va dire avant la trêve on était à la traîne, mais du coup on a eu ce boost quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette saison, vous parlez de cette saison? Oui, de cette saison, oui, celle-là, ouais. Mais pour moi, c'est extrêmement simple. Enfin, c'est extrêmement simple. On a joué 19 matchs, on en a gagné 2, on a marqué 9 fois sur 19.
Ça, c'est le bilan des matchs allés. Mhm. On a joué 9 matchs retour, on en a gagné 5, on a marqué à chaque match. Et du coup, ça c'est. On était l'équipe avec le plus de points à l'extérieur pendant quelques. Il nous manquait un attaquant et un créateur. Voilà. L'arrivée de Benraou et l'arrivée de Nolan a tout changé. Tout changé. Ça a boosté tout le monde en plus. Ça a boosté tout le monde. Mais ça a tout changé. Le seul attaquant qu'on avait, c'était Renaud Ripard. Et c'est pas un vrai attaquant enfin, entre parenthèses. À la base, il était plus sur la aile. On avait perdu Alioui, Bozok, comment il s'appelle celui qui est parti, Guillaume, Després était En blessé, blessé. Bouenga et Tchoub. On avait perdu tous nos attaquants sauf Ripard. Mhm. On avait recruté Ferrat et Philippe Otto, mais qui sont peut-être plus des milieux de terrain surtout Ferrat, que des attaquants de percussion comme peuvent être Bouenga ou Tchoub. On était en déficit offensif terrible. On n'avait pas, offensivement, on n'avait pas le niveau. Dujevich, Stojanovski, voilà, ont montré des difficultés et on s'est retrouvé fort démunis quand l'automne est venu. Ouais, On mais s'est trouvé justement. fort démunis en attaque, voilà. Et l'arrivée de Roux et de Benraou a tout changé parce que l'équipe s'est retrouvée rééquilibrée, tout simplement. On a marqué 9 fois sur 19 sur les matchs allés, on a marqué 9 fois sur 9 sur les matchs retour. Je crois qu'on a la 4e ou 5e attaque sur les matchs retour. Pour moi, ça veut tout dire. Ouais, c'était Il ne le moment. manquait pas grand-chose. Hein. Attendez, on n'a pas recruté Ronaldo et Messi. Hein. On a recruté un joueur qui ne jouait pas à Bordeaux et un joueur qui ne jouait pas à Guingamp. Et ça Benraou à Bordeaux, c'était le problème extra avec ce qu'il a vu avec le maillot du PSG. Non. Benraou à Bordeaux, à Bordeaux, c'est difficile quand on est jeune de percer. Et puis, quand on est jeune comme ça, lui, il a un poste à responsabilité. Il joue en plein cœur du jeu. Donc, ou vous donnez responsabilité à ce jeune-là, ou vous ne lui donnez pas. À Bordeaux, Ouais. c'est plus difficile de lui donner qu'à Nîmes, où c'est un peu plus facile de lui donner. Et nous, on a Nolan Roux, déjà, on voulait le faire venir l'été dernier. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quand on est buteur, même si on traverse des périodes difficiles, à un moment donné, l'année où Metz est descendu, il avait mis 15 buts en Ligue 1, il y a 2 Ouais. ans. Donc on pouvait penser qu'il n'avait pas perdu toutes ses qualités du jour au lendemain. Voilà. Donc ça a été aussi un bon coup. Et il nous l'a prouvé, hein. Il a été très décisif, hein, que ce soit à Rennes, que ce soit même dans ses décisions de match. C'est justement, moi, je pense que ce qui nous manquait, c'était peut-être un pivot, un mec qui soit en avant et qui puisse donner plus de ballons. Et lui, bah, justement, il a cette capacité physique, il a cette vision de jeu qui nous manquait. Et puis, très, très bonne recrue. Hein. On a eu les 2 recrues qu'il nous fallait, un Ouais, bon exactement. Ouais. avant-centre et un meneur qui tirait très bien les coups francs. On avait besoin de ça aussi. On avait perdu nos 2 très bons tireurs de coups francs, Savanier et Bobichon. Mais il nous fallait un tireur de coups francs. C'est indispensable aujourd'hui. On sait qu'un but sur 3 à peu près est marqué sur coup de pied arrêté. Donc c'est trop important. Et l'arrivée de Benraou là-dessus nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien, ouais. Je vais laisser Sofiane poser une question de plus, je vous en poserai une, et puis après on va passer aux questions des personnes, sinon on va vous prendre toute la nuit là. Pourtant, non, je ne suis pas très bavard. Moi, justement, en fait, quand je regardais Nîmes, en fait, je regardais un peu Nîmes en Ligue 2. Et je voyais le duo Bozok et Alioui. Vous pensiez quoi de ce duo? Puisque moi, je le trouvais assez complémentaire et assez impressionnant. Très complémentaire, très complémentaire. Alors que c'était pas forcément évident au départ. Voilà, on a eu des paires. Moi, j'ai eu la chance sur les 4 ans et demi à Nîmes, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes paires ou d'avoir fait des bonnes paires d'attaquants. Koura Mounier, ça a marché du tonnerre. Après, il y a eu Alioui Kouakou ou Alioui Ripard, Alioui Bozok. L'année dernière, donc après, ça a été pour moi Roux Benraou. Voilà, la paire d'attaquants que vous choisissez est extrêmement importante. Il faut qu'ils soient à la fois complémentaires, qu'ils arrivent à jouer à 2. Voilà, c'est pas facile parce que souvent l'avant-centre est un joueur égoïste qui pense qu'à marquer.
Donc c'est pas facile toujours d'avoir des joueurs qui s'entendent bien. Mais ça a été le cas et depuis en tout cas 4 ans et demi, je pense que Nîmes est, est verni avec sa paire d'attaquants. Moi, ma question, ça va être un peu une double question. C'était pour vous demander tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez faire dans votre futur? Est-ce que vous avez prévu des vacances, quelque chose de... Pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai quitté Nîmes Olympique, donc Mhm. pour l'instant, c'est le repos. Est-ce que c'est la C'est retraite mérité, hein. définitive? Est-ce que c'est la retraite définitive? Je ne sais pas. Voilà, on a le sentiment qu'on peut encore servir un peu, donc je ne sais pas. J'ai eu des propositions, je les ai toutes refusées parce que ou elles ne m'intéressaient pas ou c'était trop tôt. Non, pour l'instant, football ne me manque pas trop, commence à me manquer un peu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je reviendrai? Est-ce que je reviendrai en tant qu'entraîneur ou autre chose? C'est très difficile. Ça va dépendre des propositions aussi que j'ai dans l'avenir Je et de pense que ma volonté de ma volonté de replonger ou pas. Je pense que sincèrement, peu importe le club, vous pourrez apporter quelque chose vraiment bien. Donc, En tout déjà- cas, je risque, à mon avis, pas mal de gens qui partent à la retraite vivent, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose. Alors, peut-être pas avec la même pêche qu'avant, mais on peut amener quelque chose. Il y a une transmission à donner, il y a une transmission toujours, une expérience à transmettre. Voilà, on se dit c'est peut-être un peu dommage, mais c'est un choix aussi, c'est un choix. Donc on verra. Je me pose pas trop la question. Je me suis arrêté parce que j'avais envie de m'arrêter. J'espérais avoir un autre poste, je l'ai pas eu. Euh, donc on verra les propositions s'il y en a. Si j'en trouve une qui me plaît, ben, peut-être que je reprendrai. on espère et on sera attentif. Et je vais en profiter pour lire du coup, le don de tout à l'heure qui était de Patou et qui était un peu un message que je partage aussi. C'était Monsieur Blacard, je vous adore. Vous êtes un exemple pour moi et pour tous les clubs et les villes. Très bonne continuation dans votre vie future. Salutations nîmoises. Donc, C'est merci Patou gentil. en tout cas. Merci. Et la dernière question que moi j'avais à vous Oui. poser, c'était qu'en pensez-vous, enfin, vu ce qui se passe, enfin, vu le mercato actuel du Nîmes Olympique, qu'est-ce que vous en pensez de la saison prochaine? Est-ce que vous pensez qu'elle sera plus simple, est-ce que vous avez Alors, un pronostic, on va dire? elle sera de toute façon plus simple que celle de l'année passée, c'est obligatoire. Déjà, on dit que la deuxième année est la plus difficile, elle a C'est été sûr. très difficile, mais il n'y a pas eu de dégâts à l'arrivée. Je pense que ce sera plus simple pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une continuité Mhm. avec Jérôme, avec le staff. Voilà, Jérôme a bien ficelé son staff, il y a une continuité. Le groupe est le même, on va dire, à part Bernardoni, remplacé par René, qui est un très bon gardien aussi. Et puis Théo Valls, qui est parti, mais bon, il y avait beaucoup de milieux de terrain de toute façon. Oui, et puis Donc on avec va dire que l'arrivée imminente de Cubas, une place se libérer, quoi. voilà, donc le groupe, l'ossature du groupe est resté là, est resté. Le recrutement de René, qui est un bon gardien, notamment qui est un très bon gardien au pied, donc qui va pouvoir aider l'équipe à peut-être un peu mieux relancer que Paul. Euh, L'arrivée d'un arrière-gauche qui, moi, m'a fait forte impression sur les images que j'ai vues. Je connais un peu moins bien le Paraguayen, je n'ai pas trop regardé, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon joueur. Donc le groupe étant resté le même et s'étant renforcé, je pense qu'il y a de quoi être optimiste, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les matchs retour, on a fini cinquième. Mhm. Donc l'équipe est la même avec quelques renforts, peut-être à trouver encore un joueur offensif, et puis ça serait parfait. Moi, je veux bien l'équipe finir allez, sans être trop optimiste, entre 10 et 15, sans problème. Ouais. Sans problème. Et peut-être mieux parce qu'il va y avoir des clubs, il va y avoir des gros clubs en difficulté l'année prochaine, je pense. On pense Des clubs qui notamment à financièrement Saint-Étienne et sont en grande Bordeaux. difficulté. Donc il pourrait y avoir de la casse parmi les clubs, on va dire, UP. Donc il y a peut-être mieux à faire. Mais bon, déjà 10-15e pour les Olympiques, ça serait très très bien. Après, il y a un des problèmes
je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais un des problèmes, c'est peut-être le sureffectif. Ouais, Quelques actuellement. joueurs, parce que quand vous avez 28, 29 joueurs, vous avez des joueurs qui joueront jamais. Et des fois, ceux-là, ils sont un peu lourds à traîner. Donc, J'avais pas. il vaut mieux les écarter ou essayer de les faire partir. C'est pas facile, je sais, mais c'est ce qu'on avait fait il y a 4 ans et demi. Et on travaille mieux quand on est juste une vingtaine parce que tous les joueurs sont concernés. Lorsque vous êtes 30, il y en a 10 qui seront jamais concernés, donc c'est difficile. Très bonne, très bonne réponse. On attend de voir, on espère de voir. En tout cas, pour l'instant, on a eu des bons coups depuis décembre. Pour l'instant, on n'a pas trop à s'en plaindre, donc on verra ce qui se passe. Mais je doute pas qu'on finira par trouver ou envoyer des joueurs en pro. Mais je vais en profiter du coup. Toutes les personnes qui sont sur le chat, déjà merci à vous d'être restés malgré le bug, etc. Donc si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Moi, je vais en lire quelques-unes. Et puis après, on va laisser Monsieur Blacard quand même. Alors, Monsieur Blacard. Bernard, vous pouvez m'appeler Bernard parce que Bernard. Monsieur Blacard, Ce que je voulais demander, c'était dans ces 4 ans et demi passés au NO, si vous deviez retenir un seul match qui vous a marqué, ce serait lequel? Bon, on en a un peu répondu tout à l'heure avec Lens. Oui, on a répondu. Je pense que le match de Lens. Lens et Clermont. Après en Ligue 1, on va parler aussi des matchs de Paris et de Marseille la Ouais. première année. Ça a Ah, été même deux le premier gros. match à Angers, c'était quelque chose, non? Oui, mais on retient peut-être le plus de jouer au Costières. Voilà. Le plus de jouer au Costières, c'est quand même quelque chose en plus. Ce public, match de Paris et de Marseille dernière, enfin, il y a bientôt 2 ans, ça a été des grands moments quand même, des grands moments avec le public, ouais, des grands moments sur le terrain, même si on a perdu contre Paris. Ouais, ceux-là sont marquants quand même, ces deux-là. Ouais. Je ne vais pas les oublier. Ouais. Question de Paul Tanasescu. Monsieur Blacard, je trouve que vous avez une intelligence tactique impressionnante. Est-ce que vous essayez de la développer assez souvent? Vous êtes inspiré de qui? Si oui, est-ce que vous développez avec les grands entraîneurs ou vous essayez plutôt de vous inspirer de championnats mineurs? On s'inspire toujours des plus grands. Déjà, on est marqué par les entraîneurs que l'on a eus. Même si ça fait très longtemps, moi j'ai eu Aimé Jacquet comme entraîneur au Girondin, j'ai eu Gotas au Girondin, j'ai eu des entraîneurs, forcément ces gens-là vous marquent. Mon entraîneur au centre de formation de Bordeaux m'a énormément marqué. Donc vous êtes marqué par les entraîneurs que vous avez eus en tant que joueur, et puis après vous êtes marqué par les grands noms parce qu'il y a toujours un qui fait des choses exceptionnelles. Voilà. Beaucoup de gens s'inspirent de Guardiola. Je ne vais pas dire que je m'inspire de Guardiola parce que Denis se rapproche plutôt du jeu anglais qu'au jeu de Barcelone de l'époque. Mais voilà, c'est un entraîneur exceptionnel parce que il transpose sa façon de jouer n'importe où il va. Voilà. Le Barcelone, il a transposé, alors avec plus ou moins de succès, pas toujours forcément tout gagné. Enfin, il a quand même beaucoup gagné, mais le jeu de Barcelone est allé au Bayern, ça a rejailli sur l'équipe d'Allemagne. À Manchester City, il essaye de faire jouer son équipe comme il jouait à Barcelone. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Il a une patte il a une emprise sur le jeu de son équipe qui est remarquable. C'est certainement le seul entraîneur au monde comme ça, quoi. Voilà. Après, il y a toujours le management de certaines personnes, le tempérament de Klopp. J'aime bien la façon dont joue Liverpool parce que, toute proportion gardée, c'est un jeu qui vit comme le jeu vit à Nîmes. C'est pareil, ça va d'un but à l'autre, ça attaque, ça presse. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, évidemment à un autre niveau. Donc j'aime bien ce jeu-là. Et c'est le jeu qui nous convient, et c'est ce jeu-là qu'attendent les supporters des Costières. Du Nîmes Olympique. J'ai une question de Nikos qui demande qu'en pensez-vous de l'ambiance au Costières? C'est extraordinaire. En fait, moi, j'ai vécu que des bons moments, des mauvais moments, il y en a pas eu, il y en a quasiment pas eu. Jamais l'équipe du premier match, du match de Tours jusqu'au dernier match, les spectateurs ont quasiment été tout le temps avec nous. Quand ils étaient 3000 à ce moment-là,
contre Tours, et puis quand ils étaient 15 000 sur les derniers matchs. Donc on a eu le public avec nous d'une manière remarquable. Et ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est le meilleur public de France aujourd'hui. Sur les 4 ans et demi, il nous a soutenus, il nous a portés, il nous a poussés. Alors les joueurs l'ont rendu. Il y avait une communion avec les joueurs qui est exceptionnelle. Depuis 4 ans et demi, il n'y a pas eu quasiment pas d'incident. Il n'y a pas eu, même quand on était dernier, avant-dernier, l'année dernière, le public a continué à nous encourager. Il y a certains stades, ils seraient rentrés sur le terrain, ils auraient sifflé, ils nous auraient rêvé. Voilà, ça c'est encore une fois dans les moments difficiles qu'on reconnaît la valeur des choses, et la valeur du public à ce moment-là, l'année dernière, pour moi, a montré qu'il était là aussi dans les moments compliqués. On a reçu un don de Paul Tanalescu de 5 €. Grand merci à toi. Il dit: Monsieur Blacard, vous êtes un grand homme et un grand coach. Tactiquement, je vous trouve très fort. Quels sont vos conseils pour se développer tactiquement? Conseil pour se développer, c'est-à-dire pour qu'un joueur se développe tactiquement. Tactiquement, ouais. C'est vaste comme question, mais de toute façon, c'est un travail au quotidien, c'est un travail journalier, c'est un travail dans la formation déjà. Si le joueur n'a pas les bases dans la formation, si le joueur n'a pas une certaine intelligence, ça sera difficile de le faire comprendre certaines choses sur le plan tactique. Voilà, l'intelligence de jeu, c'est la base. Donc l'intelligence d'abord individuelle du joueur, mis au service du collectif, c'est un travail de tous les instants, j'allais dire depuis la préformation jusqu'à l'équipe professionnelle. Mais lorsque vous avez des joueurs, je ne vais pas les reciter, mais on a des garçons qui sont des mecs bien, des joueurs intelligents pour la plupart, ils comprennent plus vite les choses que les joueurs qui manquent de culture, tout simplement, qui manquent de culture tactique ou qui n'ont pas été formés. Voilà. La barrière de la langue peut être un handicap pour certains. C'est quelque chose qu'il faut résoudre très très vite. Donc voilà, la compréhension du joueur, elle se forme, comme la technique, comme l'aspect athlétique, comme l'aspect mental. C'est un travail de tous les jours, dès la formation, dès la préformation. C'est une question que vous Après, avez. il faut que le joueur adhère. Après, il faut que le joueur adhère à ce que vous voulez faire. Ça, c'est extrêmement important. Même si vous faites des conneries, mais que le joueur adhère, ça peut marcher. Par contre, même si vous avez raison, mais que le joueur n'adhère pas, vous êtes foutu. Foutu. Il faut que le joueur adhère à ce que vous voulez faire. Voilà, ça, c'est important. Ben, nous d'ailleurs, là maintenant à Nîmes, enfin, de ce qu'on a eu aux derniers échos, une formation de français est obligatoire pour tous les joueurs arrivant au club. Et bon, je sais pas si Méling, par exemple, on l'a vu, il est arrivé, il parlait, quoi. Moi, je trouve ça normal déjà à la base, que ce soit quelque chose. J'ai trouvé extraordinaire déjà. Je sais qu'il a salué Jérôme en français, donc c'est déjà une envie de faire un effort. Bien sûr, vers le public. D'aller vers les personnes, d'aller vers son entraîneur, vers ses partenaires, et forcément après vers les médias et vers le public. Si le joueur, au bout de 2 ans, ne parle pas un mot de français, c'est qu'il n'a pas envie de s'intégrer. Donc c'est très, très, très mauvais signe. Voilà, donc, dans tous les clubs aujourd'hui, les 2 premiers mois, les joueurs ont des cours, mais des cours, voilà, beaucoup d'heures de cours pour apprendre à parler. Alors après, ça peut être avec les outils modernes, hein, c'est pas forcément avec un professeur. Bien sûr. Mais ça me paraît essentiel, capital. Sinon, le joueur n'a pas l'intention de s'intégrer. Voilà. C'est ça, exactement. On a une question de Andevas64 qui dit: Bonjour Bernard, vous faites partie avec Jean-Marc Furlan, des coachs que j'apprécie. Vous avez réussi à monter et rester en Ligue 1 avec Nîmes. Pourquoi certains entraîneurs comme Monsieur Furlan ont l'étiquette Ligue 2 et n'ont pas la chance de coacher en Ligue 1? Ah, oh, là, je peux parler longtemps, hein, parce que Jean-Marc, c'est un ami. On a été 64, donc il doit être des Pyrénées Atlantiques, garçon. Jean-Marc Furlan, donc se rapproche de Bordeaux. Jean-Marc Furlan, on a été formés ensemble à Bordeaux, on a gagné la Gambardella ensemble, on a débuté quasiment ensemble au Girondins de Bordeaux. C'est un entraîneur qui a fait monter 4 équipes, je crois, ou 4 fois. Il est monté en Ligue 1. Il est descendu, je crois, à peu près autant de fois. Moi, j'avais une discussion intéressante avec lui. Lui, il préfère jouer les meilleurs rôles en Ligue 2 que la descente en Ligue 1. Voilà, ça se comprend aussi.
c'est difficile de jouer une descente en Ligue 1 parce que ça veut dire que vous ne gagnez pas beaucoup de matchs. Nous, on avait gagné 2 matchs jusqu'à la trêve. Toulouse a gagné que 2 matchs depuis le début de saison. Enfin, bon, Amiens, 3 ou 4. Donc, vous ne gagnez pas souvent. Vous n'avez pas souvent des bons moments. Lorsque vous êtes en Ligue 2 dans les 5 premiers, ben, vous gagnez pas mal de matchs. Donc, c'est un peu Ouais, plus bah ouais, facile. c'est plus plaisant. Mais après, oui, je pense que des garçons comme ça n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Pourquoi des garçons comme ça n'ont jamais eu la possibilité d'entraîner des clubs, allez, peut-être pas le top 5, mais des clubs du top 10, du top 12, quoi. C'est toujours des garçons comme Pélissier, comme Furlan, on leur donne des clubs qui sont dans les 5 derniers, donc forcément c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a des entraîneurs français qui mériteraient d'entraîner des clubs un peu plus huppés, Ouais, je suis pas d'accord. forcément aller chercher des entraîneurs étrangers, surtout quand on voit les résultats de certains. On a trop cette facilité en France d'aller chercher des entraîneurs. Parce que ça fait mieux. Et en ce moment, c'est la mode portugaise, très bien, mais bon, ils sont vraiment meilleurs que nous, je sais pas, mais c'est peut-être, je sais pas, il y a des garçons comme Jean-Marc Furlan, mais plein d'autres en Ligue 2, il y a des garçons très très compétents, que ce soit l'entraîneur des Clermont, que ce soit, voilà, il y en a plein, plein, qui mériteraient avoir leur chance en Ligue 1, et puis avec des clubs peut-être qui joueraient autre chose que la descente, quoi. Voilà. Et ça, c'est un vaste débat. Ouais. J'ai une question de Flex16. Est-ce que, attends, est-ce qu'une de vos plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à transformer des jeunes joueurs de National League 2 / Ligue 2, entre parenthèses, Ripard, Valls, Salacouche, Paquiez et tous et les autres Nîmois, en joueurs capables de finir top 10 en Ligue 1? D'une manière générale, je ne vais pas dire ça, mais d'une manière générale, je veux dire, pour un entraîneur, surtout pour un formateur, l'important, c'est la progression du joueur. L'important, c'est la progression du joueur. Voilà, vous faites progresser un joueur de 15 ans à 18 ans ou à 19 ans dans le temps de sa formation, quand vous faites progresser un joueur professionnel, ben voilà, vous avez fait votre boulot. Après, il faut faire progresser aussi l'équipe lorsqu'on est en professionnel. En formation, on est plus dans l'idée de faire progresser le joueur. En professionnel, on doit faire progresser l'équipe parce que c'est les résultats qui comptent, les résultats de l'équipe, pas les résultats individuels. En formation, si tous les ans on formait 3-4 pros, à la limite, peu importe les résultats des équipes, vous avez formé 3-4 pros et c'est le but. Chez les professionnels, c'est les résultats de l'équipe 1. Donc dire que ces joueurs-là, oui, ces joueurs-là ont beaucoup progressé parce qu'ils se sont donné les moyens. Moi, je suis fier parce que j'ai participé à ça, mais c'est d'abord eux qui se sont donné les moyens. On a affaire, encore une fois, à des garçons intelligents, travailleurs. C'est déjà pas mal d'atouts, hein. C'est déjà pas mal d'atouts. Quand on est bosseur, quand on aime le foot, qu'on est intelligent et travailleur, on a déjà pas mal d'atouts pour progresser. Et moi, j'essaie de les persuader qu'ils peuvent progresser à n'importe quel âge. J'ai vu que Bernard Denis, il avait dit de moi que je lui avais dit qu'à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, on pouvait progresser. On peut progresser dans certains domaines, c'est sûr, jusqu'à un âge très, très tardif, même si les qualités physiques baissent après. Mais on compense par l'expérience ou quoi que ce soit. Il faut persuader les joueurs pros de 20 ans, de 25 ans et même de 30 ans qui peuvent encore s'améliorer. Je pense que c'est peut-être mon côté formateur qui ressort là, mais j'en suis persuadé. Je pense qu'à 30 ans, un joueur peut progresser encore. Bien sûr. Il faut, enfin, de toute façon, c'est un constant apprentissage, hein, et même dans la vie de tous les jours. Donc, s'ils peuvent le faire sur le plan physique, professionnel. Et on va finir on va essayer de finir. Question de Cratère 30 qui demande quel est pour vous le meilleur poste pour Renaud Ripard? Si on avait 11 Renaud Ripard, on ferait jouer les 11 déjà. Non, aujourd'hui, il se pose la question. C'est un attaquant d'abord, voilà, il est capable de jouer tous les postes devant sans problème. C'est un garçon, même si l'année dernière sa saison était un peu moins bonne, c'est un garçon qui met 8, 9, 10 buts par an. Et ça, c'est pas négligeable. C'est difficile de se passer d'un joueur qui est capable de marquer 7, 8, 9 buts par an et de le faire jouer derrière. Voilà, ça, moi, c'était ma réflexion. Alors peut-être qu'après, si l'équipe de Nîmes est bien équipée offensivement, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer avec lui sur un poste de latéral. Il marquera quand même quelques buts parce que sur coup de pied arrêté, il en marquera quelques-uns.
Mais c'est quand même délicat, quoi. Aujourd'hui, Renaud, il a 27 ans, c'est un bon attaquant de Ligue 1. Euh, voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir avec lui d'abord. Voilà, ça c'est sûr. Si lui, il a envie de tenter. Parce que Renaud, en tout cas avec moi, peu importe où je le faisais jouer, il était prêt. Mais au fond de lui, est-ce qu'il pense que c'est là qu'il va passer encore un palier? Peut-être qu'en tant que latéral, il peut passer encore un palier. Mais il ne faut pas se manquer, parce qu'aujourd'hui, c'est un bon attaquant de Ligue 1. Et un bon attaquant de Ligue 1, c'est à la fois rare, cher, et puis voilà, il ne faut pas se manquer. C'est une réflexion. Moi, je ne suis pas trop mouillé là, mais l'idéal, ce serait d'avoir 2 Renault, un devant, un derrière. Voilà. On essaiera de voir s'il y a possibilité de le cloner. C'est un garçon exemplaire parce que lorsque vous parliez des joueurs nationaux qui sont aujourd'hui en Ligue 1, vous pensez peut-être à lui. Oui, à l'époque où il était prêté au CA Bastia. Et, par son travail, c'est par son intelligence, parce que c'est un garçon très intelligent, et puis par sa capacité de travail qui est énorme. C'est un marathonien déjà. Tout. Intelligent encore, j'ai dit. Et donc il comprend très très vite les choses. Et c'est pas le joueur le plus élégant à avoir joué, mais c'est d'une efficacité redoutable parce que encore une fois, c'est quand même un buteur, quoi. C'est un bon buteur. Il a la mentalité. Et en plus, je veux pas dire ça pour le mettre en avant, mais il a la mentalité limoise, quoi. C'est un symbole. Pour moi, c'est un symbole. C'est un symbole. Alors, ils sont quelques-uns, mais c'est peut-être même le symbole de cette équipe. Ouais. Je vais finir du coup sur, pas une question, parce que après je vais vous laisser le mot de la fin, mais sur une phrase de Quentin 30 qui dit Monsieur Blacard est une légende pour la nouvelle génération nimoise qui a connu ses meilleurs souvenirs avec lui. Il a sa place à jamais dans nos cœurs rouges et blancs. Voilà, c'était un petit message. Ouais, j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Ça peut continuer sans moi parce qu'il y a encore une fois, je pense que le club se structure. Voilà, même si vous savez, j'ai eu des petits soucis avec certaines personnes, mais aujourd'hui le club grandit, le club se structure. Je pense qu'il peut se stabiliser en Ligue 1, sincèrement. Voilà, je pense que l'équipe sera meilleure que celle de l'année passée. Il y a une continuité dans le staff. Je pense qu'il y a une meilleure entente entre Jérôme, le président, que moi j'avais avec le président. Donc voilà, beaucoup de choses sont au vert aujourd'hui. Après, il faudra toujours à un moment donné s'accrocher. On sait que Nîmes ne finira pas dans les 5 premiers. Je le souhaite, mais ça serait étonnant. Donc voilà. Non, je suis assez optimiste sur la suite. D'ailleurs, je vais vous demander si vous voulez répondre ou pas. Hier, Monsieur Assaf a dit dans une interview au 11 de Nîmes que c'était vous qui avez voulu le départ de Denis Bouanga. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que c'était... Je ne vais pas rentrer là-dedans. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur les départs des uns et des autres. J'étais quand même le seul à m'alarmer du nombre de départs. Ça rentrait dans les détails. J'avais dit que Savanier, c'était un peu prévu. Après, ça devait être Tchoub ou Bouenga. Ça a été les deux. Enfin, bon, il y a plein de choses. Le départ de Bobichon a été certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y a eu, c'était surtout un manque de communication, une incompréhension totale. Laurent qui s'arrête à un moment donné. Voilà. Je pense que c'est plus un problème de communication et d'incompréhension qu'autre chose. Après, Bouenga, oui, j'aurais aimé le garder comme les autres. Pour moi, Savanier était. Saison à Saint-Etienne aussi. On ne pouvait pas le retenir. Bouenga, il aurait été difficile de le retenir aussi, certainement. Après, mais peut-être que Tchoub. Bon, bah, en tout cas, voilà. on va mettre fin à cette interview qui a déjà duré énormément. En tout cas, c'était, je pense que ça se voit, un énorme plaisir de vous avoir. Et vraiment. Pour moi aussi, c'est un plaisir parce que les questions changent un petit peu de l'ordinaire et c'est intéressant. Ouais, nous, le but, c'est de savoir plus. On est vraiment là, on veut parler passion. Vraiment, un énorme merci. Vraiment, ça. Je sais que les autres présentateurs auraient aimé être là pour vous parler parce que
Par exemple, Nando, qui est un grand fan de Bordeaux, aurait certainement des questions à vous poser là-dessus, etc. Et voilà, donc on espère peut-être vous revoir un autre jour ou une autre fois. Et puis, Avec moi, plaisir. je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais laisser Sofiane dire au revoir. Et puis après, je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez laisser un mot pour les Nîmois, pour vous, je vous laisse. Et puis, merci beaucoup, Monsieur Blacard. Merci. Moi, ça sera très court. Déjà, merci beaucoup d'être venu dans la S-Foot. C'est super, super gentil. Vous êtes adorable, hein, franchement. Je ne vous connaissais pas parfaitement comme tous les Nîmois présents. Mais franchement, je vous découvre et j'espère que vous allez continuer en tant qu'entraîneur. Comme ça, je vais vous découvrir un peu plus. Et en tout cas, pour moi, c'était super. Et merci beaucoup. Merci. Très bien. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, pas plus. Bonne continuation à vous. Je dirais aux supporters, continuez de supporter le Nîmes Olympique. Restez comme vous avez été ces dernières années. Et vous pouvez je pense qu'on peut être optimiste sur la suite. Voilà, le club grandit doucement, mais le club grandit et de bonnes choses vont arriver pour la suite. J'en suis persuadé. Merci à tous et bonne continuation à vous. Vraiment, du coup, merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont fait des dons, etc. Très sympa, les gars. Et puis, on se retrouve dès lundi. On vous annonce l'invité demain, normalement. Ça risque d'être très sympa aussi. Donc voilà, on vous souhaite un très bon week-end. J'espère que footballistiquement parlant, ce sera intéressant pour vous et enrichissant. Et puis, on se revoit dès la semaine prochaine. Bye bye à tous. Bye bye. Bye bye. Au revoir. I